Aujourd'hui, ça va être un moment de solidarité internationale. On va vraiment le projecteur sur une région du monde qui fait parler d'elle, mais pas forcément énormément en ce moment, malgré tout ce qui s'y passe, parce que l'actualité du monde est aussi très chargée. On voit l'insurrection populaire aussi en Algérie, les événements au Venezuela et ailleurs. La guerre en Syrie qui se prolonge au Yémen, mais la Palestine, ça fait 70 ans que ça dure, et 70 ans que les Palestiniens vivent cette situation d'oppression coloniale qui a plutôt tendance à s'aggraver. Donc merci à Yann Crène, Thierry Séglan et François Ripp d'être présents parmi nous aujourd'hui. Donc 3 camarades et amis de la FPS Morlaix, qui vont nous évoquer la situation en Cisjordanie, la situation des Palestiniens aujourd'hui, dans un contexte de rapport de force qui a été en se dégradant pour le peuple palestinien ces dernières années, et qui vont faire aussi un retour sur leur deuxième mission de solidarité, enfin la deuxième mission de solidarité de la FPS Morlaix à Jalazone. Que je vais leur laisser présenter ce camp de réfugiés palestiniens et puis toutes les problématiques de la vie des Palestiniens en Cisjordanie, très largement occupée et colonisée. Merci. À notre tour de remercier la section du PC de Morlaix de nous avoir invités, parce que d'abord je prends ça comme une confirmation de l'engagement du PC auprès du peuple palestinien. Ça, c'est pas une découverte en ce qui nous concerne, mais c'est donc une confirmation. Et donc, merci, parce que Ismaël l'a dit, c'est dans l'actualité aujourd'hui, c'est pas la situation du peuple palestinien qui est forcément mise en avant, et pourtant on parle relativement souvent, parfois il faut chercher un peu dans les journaux, mais on parle quand même relativement souvent, en tout cas de la situation soit en Israël, soit en Palestine occupée, soit de manière tout à fait différenciée à Paris, en France, par quelques débats qui parfois sont compliqués. On va le voir, on en dira peut-être 2 mots de toute façon, parce que c'est forcément tout ça très imbriqué. Pour notre propos, on va essayer de faire assez bref, de vous donner les éléments et de permettre surtout un débat. Bon, parce que je sais, même quand on est un peu au courant de la situation là-bas, il y a des questions qui se posent. Voilà. Bon. Donc on va essayer de répondre. Alors, nous avons pris un prisme particulier de la situation, qui est la question des réfugiés. On aura l'occasion d'expliquer pourquoi. Paradoxe de ce conflit colonial, du dernier conflit colonial qui n'est pas réglé depuis 70 ans, c'est quand même que les 2 tiers du peuple palestinien est réfugié dans son propre pays. Donc ça, on va avoir l'occasion d'en rediscuter très rapidement. C'est ce qui détermine le fait que tous les vendredis soirs, il y a des grandes marches de retour à Gaza, et que tous les vendredis soirs, il y a des victimes, des dizaines de blessés et souvent des morts. Donc c'est quelque chose qui est au cœur de l'actualité. Pour nous, c'est doublement au cœur de l'actualité que, évidemment, lorsque nous nous rendons en Palestine occupée, en Cisjordanie, c'est pour rencontrer les Palestiniens, leur association, leur organisation, mais nous avons un projet de solidarité particulier avec un camp de réfugiés palestiniens qui se situe à Jalazone, un camp qui s'appelle le camp de Jalazone, qui est en gros à 8 km au nord de Ramallah. Et de nos amis de Jalazone, nous allons vous en parler aussi, bien évidemment, puisque j'allais dire que nous sommes revenus encore plus motivés que la première année, et donc on va essayer de vous faire comprendre pourquoi. Donc pour ce faire, moi ce que je me propose, c'est d'introduire en gros sur les faits saillants de la situation politique d'aujourd'hui. En gros, un balayage à partir de l'année 2018, et on arrive à peu près à vous donner les éléments aujourd'hui pour comprendre le contexte. Et puis Thierry et Yann parleront plus précisément du camp de Jalazone
et à l'intérieur du camp de Jalazone, de notre projet solidaire, en particulier avec un centre de réhabilitation des personnes en situation de handicap à l'intérieur même du camp. Voilà. On va essayer de décliner ça de cette façon-là, et puis bien évidemment échanger sur l'ensemble de la situation. L'année 2018, pour le mouvement de solidarité auprès du peuple palestinien et pour l'ensemble du mouvement national palestinien, était une année particulière. C'était l'année de la commémoration de ce que les Palestiniens appellent la Nakba. La Nakba, c'est la grande catastrophe qui, au détour de la construction unilatérale de l'État d'Israël, a eu comme première conséquence que 800 000 Palestiniens, c'est-à-dire plus des 2/3 de la population de l'époque, ont été déplacés, ont été mis sur les routes, ont vu leur village, plus de 480 villages palestiniens rasés, et ont donc hérité de leur situation de réfugiés, dont on parle encore aujourd'hui. Donc cette année 2018 marquait les 70 ans de la Nakba. On peut dire qu'elle a été terrible pour les Palestiniens. Elle a été terrible face à une alliance qui aujourd'hui fait des ravages et a imposé un rapport de force qui n'est pas favorable au peuple palestinien aujourd'hui. Je veux évidemment parler de l'alliance de Trump et de Netanyahou. Cette alliance nord-américaine avec l'État d'Israël n'est certes pas nouvelle, mais jusqu'à l'arrivée de Trump, au moins les dirigeants états-uniens faisaient au moins semblant d'être, non pas impartiaux, mais de vouloir participer à la recherche d'une solution, en tout cas d'une solution et d'une paix négociée. On va bien voir que 2018 a été un vrai tournant de ce point de vue-là, et les dégâts pour le peuple palestinien sont d'abord humains, puisqu'ils se comptent en centaines de morts et en milliers de blessés, notamment à Gaza. C'est pas moi qui invente les chiffres, c'est le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires qui dit que 295 Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza ont été tués par les forces armées israéliennes et que plus de 30 000 ont été blessés en l'année 2018. Mais au-delà des victimes humaines, il y a aussi, on en parle moins, mais il faut l'avoir vraiment en tête, l'affaire des démolitions de maisons, l'affaire d'occupation de maisons, d'occupation de l'espace, d'occupation du territoire, d'un nombre considérable d'arrestations, d'un nombre considérable en augmentation d'exactions de la part des colons protégés par l'armée israélienne, et puis également une année terrible en nouvelle loi liberticide. On va en parler, notamment la fameuse loi sur l'État juif, promulguée en juillet 2018, et une année terrible aussi en suppression de dotations financières du point de vue des Nations Unies par l'administration américaine, notamment sur la question des réfugiés. C'est-à-dire que l'organisme l'UNRWA, qui est l'organisme qui depuis 1949 est en charge de l'accompagnement des réfugiés palestiniens, s'est vu réduire drastiquement ses contributions. Normalement, chaque pays doit contribuer au financement de l'UNRWA, et vous le savez sûrement que les États-Unis ont décidé unilatéralement, alors qu'ils sont évidemment les principaux donateurs, entre guillemets, à cet organisme, ils ont décidé, Trump a décidé unilatéralement de renoncer et donc d'arrêter, de cesser toute contribution financière de la part des États-Unis. Ce qui met carrément en danger l'existence même de l'UNRWA. Alors, on peut expliquer pourquoi, hein, parce que derrière ça, il y a un projet qui est de liquider la question, tout simplement, je souris mais c'est nerveux, de liquider la question des réfugiés en Palestine. L'année 2018, c'est aussi une extension des colonies en Cisjordanie à Jérusalem, qui s'est accélérée, notamment de manière flagrante à Jérusalem, puisque là, il y a un véritable enjeu, vous allez comprendre tout de suite avec juste ce schéma-là, un véritable enjeu. Vous savez que Jérusalem est divisée en deux
depuis les accords d'Oslo, et que la partie qui devrait être la capitale d'un éventuel État palestinien, toutes les taches rouges là, ce sont des colonies, avec l'objectif évidemment de couper Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie, de façon à rendre évidemment invivable et non viable ce qui pourrait rester d'un État palestinien aujourd'hui. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit là le tournant historique qui prouve à la fois qu'Israël a totalement tourné le dos, et maintenant officiellement tourné le dos à la solution issue des accords d'Oslo de 93 des deux États. Pour eux, c'est terminé, et que de fait, les Américains ont entériné. Alors là, on ne sait pas bien qui demande à qui de faire quoi, qui entérine les... Mais bon, dans ces tours de passe-passe, on voit bien qu'aujourd'hui, cette solution-là n'est plus à l'ordre du jour. À noter que au mois de mai dernier, enfin au mois de mai 2018, quand Trump a décidé de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ça a fait quelques manchettes de journaux, mais honnêtement, ça n'a pas déclenché la vague de protestation que ça aurait dû déclencher, alors que c'était précisément, au-delà du symbole, c'était précisément l'affirmation qu'aujourd'hui, la position américaine, nord-américaine, c'est de considérer que Jérusalem est une et indivisible et doit être la capitale d'Israël. Quid de Jérusalem-Est, potentiellement capitale d'un futur État palestinien? On attend, et on attend maintenant depuis pratiquement la venue de Trump. Vous savez que Trump a nommé comme conseiller principal sur les affaires du Proche-Orient son gendre, et que son gendre est un des principaux financeurs de la grande colonie de Bethel, qui est juste en face le camp de Jalazone dont nous allons vous parler. C'est-à-dire que, bon, voilà, on en est là. Donc, le grand plan de paix historique, dit Trump, on l'attend toujours. Et puis, il y a eu, en juillet, il y a eu la loi que nous considérons comme une loi gravissime, qui est une loi d'apartheid, qui a été adoptée en juillet 2018. C'est une loi qui, donc votée à la Knesset, qui constitutionnalise le caractère juif de l'État d'Israël. Je vais citer, il ne faut pas trahir les propos même des gens qu'on n'aime pas, mais son rapporteur, Avi Licher, membre du Likoud, a été très clair, je cite. Israël est l'État de tous ses citoyens individuels. Mais ce n'est pas et ne sera pas l'État-nation d'une minorité qui y habite. L'État d'Israël est le foyer national juif dans lequel celui-ci réalise ses aspirations à l'autodétermination selon ses traditions culturelles et historiques. Il s'agit d'un droit que ce projet de loi donne au seul peuple juif. Formule qu'on retrouve dès l'article 1 de la loi, le droit d'exercer l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est propre au peuple juif. Question, il y a 1 800 000 citoyens israéliens d'origine palestinienne. Il y a 130 000 citoyens israéliens d'origine druze qui, du jour au lendemain, voient leur langue rétrogradée jusqu'avant cette loi. L'arabe et l'hébreu étaient considérés comme les deux langues du pays. C'est terminé. Un des articles de la loi dit, ensuite, c'est l'hébreu qui est la langue officielle de cet État du peuple juif. Donc évidemment, la langue arabe se retrouve avec un statut spécial maintenant. Bon. On a là, et là aussi, moi je suis quand même assez sidéré, je pense que n'importe quel autre pays dans le monde, aujourd'hui, établirait une constitution d'apartheid, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça n'a pas d'autre mot. Une constitution, en tout cas de cette nature, qui dirait une partie, 20%
de ma population n'est plus concernée par la constitution officielle, mais je mets ma main à couper, les deux même, que l'Union européenne, les Nations Unies auraient élevé et tous les médias. Et tous les médias des montagnes de protestations. Alors il y en a eu, hein. Aux Nations Unies, il y a eu un vote qui condamnait l'adoption, mais je veux dire, comme les Américains ont usé de leur droit de veto, il n'y a pas eu de condamnation. J'accélère. La situation politique des Palestiniens. Dans ce contexte-là, malgré une résistance multiforme, une combativité qu'on a encore pu nous constater en allant à leur rencontre, est fragilisée. Fragilisée par cette situation-là, par ce rapport de force, mais fragilisée aussi, il faut être honnête et dire tout, par la division du camp palestinien. Une division récurrente, en particulier entre le Fatah et le Hamas, qui devient mortifère, absolument mortifère, alors qu'on est précisément dans une situation où il faudrait voir renaître une organisation de libération de la Palestine, une OLP avec toutes les composantes à l'intérieur, qui puisse relancer à la fois un processus de résistance et à la fois un processus de négociation, parce que aujourd'hui l'actualité n'est sûrement pas à la relance, par exemple, de la lutte armée comme dans les années 70. Cette division récurrente, elle a des conséquences terribles, parce que les rapports, les tentatives de réunification entre Fatah, autorité palestinienne et Hamas, qui, je vous le rappelle, vous savez, le Hamas, en gros, gère les affaires dans la bande de Gaza, 2 millions de personnes, et l'autorité palestinienne sur le reste de la Cisjordanie. Donc, force politique divisée, territoire divisé, fait qu'aujourd'hui, grande majorité, c'est difficile à dire, mais en tout cas, nous, tous les jeunes qu'on a pu rencontrer, mais même les responsables politiques qu'on a pu rencontrer, les responsables associatifs, les différentes personnes qu'on a pu rencontrer, investies dans la construction, dans des projets pour leur communauté, le disent tous. Les partis politiques, que ce soit le Fatah, que ce soit le Hamas, que ce soit le FPLP, que ce soit le djihad islamique, que ce soit... on ne s'y reconnaît plus. Alors ça, c'est à la fois très dommage, parce que bon, je pense que là, on est tous d'accord pour dire que sans une organisation politique qui puisse peser dans le rapport de force, c'est compliqué. Alors après, ça a un effet paradoxal positif. L'effet paradoxal positif, c'est que ça a libéré tout un espace pour d'autres formes de résistance qui ne passent pas forcément par les canaux politiques. Et c'est ce qu'on appelle la résistance populaire non violente, ou la résistance culturelle. Bon, et là, il y a alors myriade de projets, d'actions, d'activités, qui vont tous évidemment dans le même sens, mais ne sont pas, allez, je vais le dire, ne sont pas coordonnés parce que devrait être une véritable OLP réellement implantée dans sa population et reconnue par sa population. Pourtant, quand les organisations palestiniennes et les institutions politiques palestiniennes ont agi dans le même sens, en s'appuyant sur la mobilisation populaire, quelques pas positifs ont pu être franchis. Bon. Alors, je vais donner des exemples qui sont pas que symboliques. J'ai parlé tout à l'heure du grand plan du siècle de Trump. Il n'est toujours pas sorti. Il l'a toujours pas sorti. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fait une déclaration pour dire j'envoie mon gendre, il a une réunion en Arabie Saoudite, ça va sortir, on va expliquer, on va s'adresser aux Nations Unies, immédiatement, évidemment, la population palestinienne et les représentants palestiniens se sont... Vous allez écouter un plan, nous on n'a même pas été invités pour participer à l'élaboration de ce plan. Bon. Et immédiatement, bon, ça fait que ce plan pour l'instant n'est pas... En plus, je pense qu'il y a des difficultés géostratégiques. Bon, je veux dire, ce qui est en train de se passer avec l'Arabie Saoudite et l'espèce de commerce malhonnête contre l'Iran que veut faire Trump et quand je parle de commerce malhonnête, je suis gentil. C'est un vrai risque de guerre, hein. Enfin, bon, qui est à l'ordre du jour. Hein. C'est pas fait aussi que la question palestinienne, y compris pour les Israéliens d'ailleurs, passe à un certain moment sous la table. Autre exemple, vous avez sûrement entendu parler, il se trouve que nous on a pu aller les rencontrer,
ce fameux village de Bédouins de 400 habitants qui s'appelle Ran al-Amar, qui fait partie justement de cette bande de terrain entre Jérusalem-Est et la vallée du Jourdain, que les autorités israéliennes avaient décidé de détruire, à qui ils avaient envoyé un mot en leur disant le 1er octobre, le village sera détruit. Si vous le souhaitez, je vous assure, si vous le souhaitez, ils avaient envoyé des courriers aux habitants du village en leur disant si vous êtes en difficulté, vous pouvez appeler ce numéro, on viendra vous aider pour le déménagement et la destruction. Oui, ça va jusque-là. Hein, ça va jusque-là. Bon, il se trouve que dans ce village, l'Union européenne, en particulier l'Italie, mais pas que, l'Union européenne avait investi quelques sous et en particulier avait construit l'école. Bon. Et tout le monde a compris que si Ran al-Amar était rasé, ça voulait dire que la continuité territoriale entre Jérusalem et la Cisjordanie s'était coupée. Symboliquement, c'était coupé. Bon. Et je pense que ça fait en sorte que... Enfin, c'est ça qui a déterminé le fait que 5 consuls, dont le consul français, se sont déplacés à plusieurs reprises à Ran al-Amar et ont ouvertement, y compris nous quand on y était, c'était, souvenez-vous, le voyage d'Angela Merkel. Alors Angela Merkel qui a dit, qui a souhaité ne pas rencontrer de Palestiniens, surtout pas, donc, mais qui a quand même dit au gouvernement israélien, Ran al-Amar, vous n'y touchez pas. Bon. Les Italiens ont dit la même chose, les Français ont dit la même chose. Combien de temps ça va tenir? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la mobilisation populaire autour de Ran al-Amar, elle n'a pas diminué. C'est-à-dire que c'est de toute la Palestine occupée que des gens viennent régulièrement dormir avec les familles, faire des forums, etc. etc. Troisième élément qui doit nous faire esquisser, on va dire, un sourire, c'est le fait que la plainte de la Palestine auprès de la Cour pénale internationale a été jugée recevable au mois de mai. Ça, c'est pas rien. Malgré le fait que ça apparaît que symbolique. Vous savez que la Palestine n'est pas un État reconnu par les Nations Unies, mais a le statut d'État observateur. Le fait qu'elle ait le statut d'État observateur lui permet de solliciter la Cour pénale internationale, ce qu'elle s'est décidée à faire, ce que l'autorité palestinienne s'est décidée à faire, et a déposé 3 dossiers, en particulier, sur, donc évidemment Gaza, hein, mais pas que, l'occupation, le troisième, ça m'échappe, mais qui va jusqu'à proposer à la Cour pénale internationale de juger comme crime de guerre ou comme crime contre l'humanité les exactions militaires de l'État israélien, notamment à Gaza. Et ça, c'est quelque chose qu'ils viennent d'obtenir la semaine dernière. C'est-à-dire que non seulement la Cour pénale internationale s'est autosaisie, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, s'est saisie du dossier, a dit oui, ce dossier-là, nous le prenons, et nous le prenons dans les termes qui nous est proposé. Mais nous avons donc une première commission de l'ONU, là, qui a, la semaine dernière, édicté un avis qui dit « La réponse d'Israël aux manifestations à Gaza en 2018 peut constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. » Pour moi qui le dis, c'est une commission des Nations Unies. Les soldats israéliens ont commis des violations du droit international humanitaire et des droits humains. Certaines de ces violations peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité et doivent immédiatement faire l'objet d'une enquête par Israël. C'est la procédure. Selon la Commission, plus de 6000 manifestants non armés ont été touchés par des terreurs d'élite militaires, semaine après semaine lors des manifestations. Les enquêteurs ont indiqué avoir trouvé des motifs raisonnables de croire que des tireurs d'élite israéliens ont tiré sur des journalistes, du personnel de santé, des enfants, des personnes handicapées, sachant qu'ils étaient clairement reconnaissables comme tels. Évidemment, je vous laisse deviner la réponse d'Israël, qui a aussitôt rejeté ce rapport, le jugeant hostile, mensonger et partial. Bon, donc c'est pas gagné, hein. Et vous savez, dans la solidarité avec la Palestine, dès qu'on avance un tout petit peu, on se dit que c'est un point d'appui supplémentaire. Ça nous permet d'alerter les médias, ça nous permet d'échanger avec le public, et ça nous permet de dire, vous voyez, l'impunité de l'État israélien n'est pas simplement... bon, voilà, il y a quand même des fois ça coince. Bon. Alors, globalement, on ne peut pas clore l'année 2018 en Palestine sans souligner
les mobilisations populaires non violentes, chaque vendredi à Gaza, j'en ai déjà parlé, et malgré la répression. Gaza aujourd'hui, c'est 258 morts, c'est plus de 7000 blessés par balle, dont 2 ou 3000 personnes estropiées, et de manière volontaire, parce que là on parle de snipers qui tirent sur des manifestants qui sont à 300 mètres. C'est-à-dire que pour les louper, il faut vraiment le vouloir. Donc quand ils veulent, quand ils tirent, c'est pour tuer. Au début c'était pour tuer, maintenant c'est systématiquement pour blesser, et blesser de manière définitive. Gaza, c'est simple, c'est 2 millions de personnes, 60 à 70% sont des réfugiés, et vit sous blocus total, maritime, terrestre, aérien, depuis maintenant 12 années. 12 années à attendre que soit Israël, soit l'Égypte veuillent bien, de temps en temps, ouvrir une porte pour laisser passer qui une femme qui doit aller accoucher, qui quelqu'un qui doit aller se faire soigner. Bon. Donc c'est-à-dire au compte-gouttes. Ça fait 12 ans que ça dure, et les portes se referment aussitôt sans qu'aucune raison n'ait été donnée, si ce n'est des raisons de sécurité. Ça, on verra, c'est évidemment l'argument. Donc évidemment, quand il a été question le 30 mars dernier 2018 de commémorer la journée de la Terre, en Palestine occupée, la journée de la Terre, c'est tous les 30 mars, et c'est aussi une journée, c'est la journée de mobilisation sur le droit au retour des réfugiés. Ça a pris un caractère très particulier à Gaza en 2018. Et comme je le disais tout à l'heure, le rejet des partis politiques fait que malgré ce qu'on peut entendre dans les médias, aujourd'hui encore en France, ce n'est pas le Hamas qui a organisé les mobilisations à la frontière, dans le No Man's Land, face à l'armée israélienne. C'est des comités populaires qui se sont auto-organisés. Bien sûr que les militants du Hamas, après, ont rejoint cette mobilisation populaire, mais comme les militants du Fatah, comme les militants du FPLP, etc. Mais si vous avez bien regardé les quelques vidéos, les images, les reportages, les photos, vous ne verrez aucune bannière partidaire. Vous ne verrez que des drapeaux palestiniens. Et ce sont des jeunes, 2 d'entre eux sont venus à l'université d'été de la FPS cet été, ce sont des jeunes militants qui sont évidemment impliqués, et qui expriment le fait que cette jeunesse n'en peut plus, enfin, je veux dire, ne peut plus vivre à Gaza. Gaza, c'est un champ de ruines où les gens survivent. Bon. Et donc ces mobilisations revendiquent évidemment, et à juste titre, le droit au retour. Voilà, c'est-à-dire le droit de sortir de Gaza. Le droit d'aller, de retourner en Palestine dans les villages d'origine quand ils existent encore, ou d'avoir le droit à compensation quand les villages n'existent plus. C'est ça la base de la revendication du droit au retour des réfugiés. 2019 sera aussi une année difficile, parce qu'on sait, ça a déjà commencé comme ça. Il y a déjà eu de nouvelles incursions dans les camps de réfugiés. Il y a déjà eu de nouveaux morts. Il y a déjà eu de nouvelles arrestations, même si de temps en temps on apprend la libération, comme je ne sais pas si tout le monde est au courant, nous avons appris jeudi dernier la libération de Ravida Jarrah, qui était une des députées du FPLP, qui avait été kidnappée pour la 3e fois dans sa vie militante, kidnappée chez elle il y a 20 mois, et en détention administrative, comme notre copain Salah Hamouri, et qui, comme Salah Hamouri, ne sait toujours pas pourquoi elle a été arrêtée pendant 20 mois, et qui a été, comme Salah Hamouri, libérée sans crier gare, mais c'est tant mieux, on est ravis pour elle. Donc a été libérée Ravida jeudi dernier. Donc cette année 2019, elle nous inquiète, pourquoi? Parce qu'au mois d'avril prochain, donc dans à peine 2 mois maintenant, doivent avoir lieu les élections législatives en Israël. Et à chaque fois, ça, tout le monde, enfin, chaque fois qu'un débat électoral s'installe en Israël, un des enjeux de ce débat, pour le coup, c'est l'avenir et le devenir des Palestiniens. Et sur le mode de plus sécuritaire que moi, tu meurs, et plus colonialiste que moi, tu meurs. Parce que ça, c'est l'état d'esprit aujourd'hui, il faut... Bon, voilà, malheureusement le dire, je veux dire, l'opinion israélienne, l'opinion publique israélienne n'est pas absolument homogène derrière Netanyahou. Mais, allez, je vais dire quoi? Les 3/4 de l'opinion israélienne
est homogène derrière le projet, en tout cas, si ce n'est derrière Netanyahou, derrière le projet partagé par Netanyahou, y compris ses principaux rivaux d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, Netanyahou, il a chaud aux fesses, parce que vous savez qu'il est impliqué dans 3 énormes procès, c'est le paradoxe de cette société israélienne. Netanyahou, il a nommé un procureur, et il se trouve que ce procureur vient de réclamer l'inculpation de Netanyahou dans les 3 grandes affaires qui le concernent, pour fraude fiscale, détournement d'argent, abus de biens publics, etc. etc. On n'est pas sûr que la démarche d'inculpation de Netanyahou puisse se faire avant le scrutin. Lui a déjà annoncé que de toute façon, même s'il était inculpé, il pensait qu'il allait être élu et que donc réélu, c'était hors de question qu'il démissionne. Bon. N'empêche qu'il a quand même un peu chaud aux fesses, y compris politiquement, parce que son camp s'est un peu délité, on va dire ça comme ça. Les seuls alliés qu'il trouve, et ça c'est inquiétant, les seuls alliés qu'il trouve, il les trouve à son extrême droite. Comme lui n'est pas déjà spécialement au centre, vous voyez ce que ça veut dire. Et là, il vient de favoriser l'alliance de 3 petits partis d'extrême droite, sionistes, ultra-orthodoxes, dont celui du fameux rabbin Kahan, qui est même considéré, enfin, le parti est considéré comme une organisation terroriste, y compris par les États-Unis. Bon, voilà. Mais n'empêche que ces gens-là se réunissent, s'unifient. Ils ne s'unifient pas, je ne vais pas vous me tromper, il n'y a pas de fusion, mais ils font une alliance électorale avec et derrière Netanyahou. Sur le centre droit, il est mordu un peu dans les sondages par une alliance dirigée par 2 anciens généraux de l'armée israélienne, dont les premiers clips de campagne, c'est la dernière intervention militaire israélienne sur Gaza, qu'ils utilisent pour s'en féliciter et pour dire si nous on est élus, ça ne s'arrêtera pas. Bon. Donc, je veux dire, ça c'est les 2 principaux candidats en lice aujourd'hui pour le débat à venir, pour les prochaines... Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que c'est là-dessus que je voulais contextualiser un petit peu notre propos sur les réfugiés, Jalazon, etc. etc. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Merci. Ouais, je prends plein. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Je vais être plus concis. Non, il y a beaucoup de choses à dire et c'était bien que tu le dises. Moi, je veux juste parler, et puis après, je donnerai la parole à... On part du général au particulier, et puis à d'autres trucs derrière. Et au singulier. J'ai pas l'élocution aussi facile que François. Je vais vous décrire le camp qu'on a choisi d'aider. Après, Yann vous décrira l'association dans ce camp qu'on soutient. C'est un camp d'environ un peu moins d'1 km², comme tous les camps de l'UNRWA, un demi-kilomètre², dans lequel sont entassées 16 000 personnes, ce qui donne une population au kilomètre². Voilà, à peu près. C'est un camp de l'UNRWA, avec une concession, je crois que c'est les Jordaniens, la terre appartenait aux Jordaniens pour 99 ans, donc l'UNRWA paye au gouvernement jordanien un loyer. Il y a installé un camp de réfugiés juste après la Nakba, donc juste après la première guerre israélo-palestinienne en 1948. Au départ, ça venait des habitations à peu près décentes pour les gens qui y habitaient, sauf que 70 ans après, la population a été multipliée par 4 ou 5. Et donc, comme le camp ne s'est pas agrandi en surface, les gens construisent en hauteur comme ça. Donc, ce qui était déjà un camp de réfugiés pas terrible dans les années 50.
Vous imaginez bien ce que ça peut donner maintenant, c'est-à-dire qu'une première famille s'installe, et puis les enfants grandissent, donc on construit un truc, puis on construit un truc, puis on construit un truc. Donc il n'y a plus de lumière, c'est construit de briques et de broc parce que ils n'ont pas des moyens énormes pour construire avec des grandes baies vitrées, des choses comme ça. Les évacuations d'eau sont toujours les mêmes depuis 1948, donc l'accès à l'eau et aux eaux usées, c'est pas terrible. Ça engendre beaucoup de maladies, beaucoup de difficultés, surtout pour les personnes âgées pour se déplacer, bien évidemment, parce que les rues sont de plus en plus étroites, ça se casse un peu la figure, on consolide comme on peut, et ça donne une image d'une ville extrêmement grouillante, puisque je crois que 50% de la population a moins de 20 ans à peu près. Donc il y a des gamins partout, mais il n'y a pas de place. Donc ils n'ont pas de terrain de foot, d'arbres très peu, pas de jardin, pas de... c'est que des parpaings et de la colle comme ça, avec des bouts de fenêtres pour survivre. Donc ça donne c'est un camp de réfugiés, donc vu de loin, comme il est construit sur une colline, ça donne un côté un peu bizarre là. Il y a une mosquée au milieu, bien évidemment. Il y a une vie assez grouillante, il y a des commerces, il y a un boulanger, un boucher, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent faire leurs courses. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a un comité populaire et une façon de résister à cette espèce d'emprisonnement qui est absolument incroyable. Ils se connaissent tous, ils sont tous dans des mouvements pour défendre qui les repas pour les personnes âgées, qui pour emmener un tel à l'hosto, qui pour occuper les gamins le mercredi, qui pour emmener un tel, j'en sais rien, chez le kiné, chez le dentiste et tout. Ils sont extrêmement organisés. Ils sont extrêmement organisés. Ils sont politisés, mais pas, comme disait François, c'est pas marqué. D'abord, il n'y a pas très peu le Hamas en Cisjordanie, il faut quand même le dire. Le Hamas est surtout majoritaire à Gaza, et comme Gaza, personne ne peut y rentrer, a fortiori des gens comme nous. Je pense que les seuls qui peuvent rentrer, c'est les organisations humanitaires, et encore à petite dose. Donc sur Gaza, on ne sait juste que ce que les gens de Gaza nous racontent. Nous, ce qu'on a vu 2 fois, donc il y a 2 ans, 3 ans, François ? 3 ans, la première fois qu'on a été avec Ismaël, on a visité ce camp parce que la ville de Brest, il y avait faisait déjà un travail de solidarité par rapport aux personnes âgées, dans la distribution des repas, dans l'hygiène, les couches, les choses comme ça, les choses de première nécessité. Donc ils avaient déjà un plan bien organisé, et puis nous, à cette époque-là, on a bien sympathisé avec 2-3 personnages là, dont Ismaël se souvient bien, Moussa et Youssef. Et François, ayant une formation professionnelle un peu dans le handicap, on a choisi un camp, pas un camp, on a choisi un centre pour essayer de les aider, modestement bien évidemment, parce que je crois qu'à la FPS Morlaix, on doit être 40 personnes. 45, samedi, 45. Samedi. Et donc, chacun y va de son obol et de son petit travail pour essayer d'aider ces gens dans ce camp. On a fait, il y a 2 ans, un petit bouquin qui expliquait en 26 lettres la situation de la Palestine, là, et qui est toujours en vente, là. Et on a réussi à récupérer 4 ou 5 000 euros pour envoyer donc à ce centre. Et cette année, on vient d'en refaire un autre, et on espère que par la vente de ces petits bouquins, on pourra à nouveau leur envoyer des sous afin de pérenniser leur travail. La deuxième fois qu'on y a été, on a pu voir ce qu'ils avaient fait concrètement avec le modeste chèque qu'on avait envoyé. Et puis, et puis je vais céder la place, à Yann, parce que j'ai fini. Voilà. Donc, comme l'a dit Thierry, depuis plusieurs années, le groupe local de Brest bosse avec
Palestinian Age Friends Charitable Society. Et donc nous, on s'occupe de l'association qui vient en aide aux personnes handicapées. Donc cette association s'appelle Al-Karama, ça veut dire la dignité en arabe. Et elle soutient les personnes qui sont directement ou indirectement victimes d'occupation, d'une part, qui sont à l'intérieur du camp, mais aussi à l'extérieur. C'est très important pour les gens de ne pas concentrer leurs aides à l'intérieur du camp, mais de la région proche. Donc, le centre aide à peu près environ 400 personnes. Il y a aussi des enfants, des jeunes enfants. On a vu dans le centre 2 ou 3 petits autistes qui étaient traités là. Et donc le but de cette structure, c'est à la fois l'intégration sociale des personnes en situation de handicap, c'est aussi une prise en charge pluridisciplinaire et globale suivant les besoins des personnes handicapées. Donc c'est soit d'aide paramédicale, rééducation physique, orthophonie, ergothérapie, fourniture de prothèses et autres appareils. Et le troisième volet, c'est le soutien éducatif et social de la population. Donc ça concerne les réhabilitations de logements, ça concerne aussi l'aménagement de... Donc comme Thierry nous a dit que c'était un camp qui était très restreint, des petites ruelles partout, donc il y a des gens qui habitent... je vais dire à Pétouchnok, mais dans des coins très reculés, et donc l'accès en fauteuil roulant est très souvent difficile pour ces gens. Donc l'association travaille sur ce plan-là aussi. Et aussi des actions éducatives, d'enseignement, de loisirs, enfin c'est assez vaste. Donc, de façon permanente, il y a une trentaine de familles qui est prise en charge par le centre. Le centre qui est dirigé par un homme qui est lui-même en situation de handicap, qui s'appelle Oussam Aléhan. Son souhait, c'est d'augmenter le temps de travail des personnes soignantes et aussi leur formation professionnelle. Parce qu'en fait, il y a un petit groupe de professionnels qui interviennent dans le centre. Je crois qu'ils sont 6. 6, c'est ça. Il n'y a pas encore 6 quand il y a été, mais du fait de la diminution de l'argent de l'UNRWA, ils ont été obligés, je crois, d'arrêter leur collaboration avec une personne. Une psychologue. Une psychologue. Et en même temps, donc, ces professionnels qui viennent là, pas forcément à temps plein, il y a aussi, suivant les jours, 2-3 bénévoles qui sont souvent des étudiants en formation. Donc le souci de Oussam, c'est d'augmenter le temps de travail de ces professionnels et la formation des bénévoles. C'est aussi d'augmenter le nombre d'appareils de rééducation. Et un autre projet qu'ils ont, alors ça c'est un projet plus général pour tout le camp, ça rejoint l'aspect social, l'aspect enseignement. C'est comme vous avez dit Thierry, les maisons se construisent en hauteur, c'est-à-dire qu'une fois qu'un étage est terminé, on ne met pas de toit, il y a juste des pylônes avec des ferrailles qui sortent, dans le but de construire un autre étage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en haut du centre, il y a un projet qui est déjà bien avancé, d'un espace de loisirs, donc avec une pelouse artificielle, malheureusement. Vu le climat, ils ne peuvent pas être en véritable herbe. Enfin, c'est un espace dont le but, c'est d'apporter un lieu de détente et comment dirais-je, de détente pour la population qui vit dans ce camp où c'est souvent insupportable.
voilà, donc un des projets actuels de Wissam, c'est de terminer cet étage, donc il est déjà bien avancé. Ils ont, dans les années passées, ils ont installé un ascenseur, qui était le premier ascenseur du camp, donc c'est leur grande fierté, un ascenseur qui est capable de prendre des fauteuils roulants. Voilà, donc il y a 6 personnes. Donc les gens qui travaillent là, les professionnels qui travaillent là, vu le faible moyen de l'association, sont obligés d'accepter des salaires bien moindres que ce qu'ils toucheraient autrement. Par exemple, quelqu'un qui serait payé $1000 le mois est obligé de travailler pour 200 à 300 $ dans ce camp. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de Fazé Sawalaha, qui est kinésithérapeute, qui est francophone, donc ce qui nous a bien aidé pour visiter le camp, qui lui est kiné, qui a un cabinet de kinésithérapie à Ramallah. Vous avez montré les photos, c'est un truc hyper luxueux. Donc ce gars-là vient quasiment de façon militante pour travailler dans ce camp. Donc le financement du camp est assuré donc par la communauté locale, par l'UNRWA, par des donations, par le donation de l'autorité palestinienne et d'autres ONG, et aussi par quelques entreprises privées qui font du mécénat, mais je ne sais pas comment mécénat, oui. Et donc depuis 2 ans, par le groupe local de l'FPS du Pays de Morlaix, nous avons réussi à verser, alors le chiffre est, puisque j'ai fait un autre versement hier, 7 500 € depuis 2 ans. Donc je vous l'ai dit, donc, comme les donations de l'ORA sont quasiment éteintes, puisque le principal contributeur étant les États-Unis, qui s'est retiré, même si le Qatar a pris un peu le relais. Pour 2019. Pour 2019, oui. L'avenir est sombre. Donc, on a visité donc ce fameux ascenseur. On a pu constater, pendant qu'on y était, que ce n'était pas un centre enfermé, dédié uniquement aux personnes en situation de handicap, mais qui recevait aussi des scolaires du camp qui venaient échanger avec les jeunes qui étaient en situation de handicap dans ce centre. Et donc il y a comme ça un échange social. Une chose qui a été très remarquable, qu'on a pu voir, c'est la salle sensorielle. La salle sensorielle, donc c'est... c'est ce que ça veut dire, donc il y a plein de sensations. Donc c'est pour traiter les autistes, retrouver... et donc François qui travaille dans ce domaine-là a été complètement... moi j'étais scotché parce que j'avais jamais vu une salle comme ça. Peu d'organisations en France ont une salle de ce calibre-là. Cette qualité. Cette qualité. Donc, on a contribué à l'installation de cette salle, et il y a aussi une riche héritière suédoise qui a contribué. Donc voilà, en gros, j'ai fait le tour de la chose. Inutile de vous dire qu'on est revenu convaincu d'avoir fait le bon choix, d'avoir trouvé le bon projet, et surtout convaincu de trouver les moyens de pérenniser notre aide au centre El Karama. Moi, je reprends juste la parole parce que j'avais prévu de terminer mon propos introductif juste en vous, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas dire en vous conseillant, mais en vous présentant trois bouquins, en vous recommandant, merci, chaudement, trois bouquins pour aller plus à fond dans le propos. Le premier s'appelle Nakba, pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël. Il est d'Éléonore Merza Bronstein et de son mari, Ethan Bronstein.
Ce sont deux Israéliens qui vivent à Tel Aviv, qui nous ont reçus à Tel Aviv. Enfin, elle refuse la nationalité israélienne. Voilà, mais bon, on va pas tout dévoiler. C'est au travers du parcours de Eitan, qui en gros est un jeune militant sioniste de gauche, qui a grandi en kibbutz et qui a choisi de vivre en kibbutz assez longtemps, et qui progressivement, en particulier dès lors qu'il a été appelé dans l'armée israélienne en territoire occupé, a rompu et s'est engagé, est aujourd'hui une des figures du mouvement anticolonialiste israélien. Et ils viennent donc de commettre cet ouvrage qui est vraiment excellent. Toujours d'un Israélien, mais là, il vient de sortir, il est sorti il y a un mois, une préface de Jean Ziegler. Bon, là, c'est un nom que vous connaissez. Bon, en plus, c'est un copain, c'est Michel Parchinski, qui vient de sortir exactement sur la situation actuelle, ce petit bouquin-là, Israël, chronique d'une catastrophe annoncée et peut-être évitable, parce que Michel reste malgré tout accroché à l'idée que rien n'est fatal dans la vie, il a raison d'ailleurs, sinon on arrête tout. Ça, il y en a encore un petit peu chez Dialogue, je crois qu'il en reste un ou deux. Et le dernier, ça c'est carrément en rapport évidemment avec ce qui a suscité un débat très controversé, compliqué ces dernières semaines. C'est le petit bouquin du journaliste, ancien journaliste du monde diplomatique, militant de la FPS, etc. C'est Dominique Vidal, que je ne désespère pas de pouvoir faire venir à Morlaix dans pas très longtemps, qui a écrit ce petit bouquin, un peu sous forme de pamphlet, mais qui est quand même très fouillé, qui s'appelle « Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron ». En fait, Dominique a piqué un coup de sang l'année dernière, au moment de la commémoration de la rafle du Veldiv, et il a piqué un coup de sang quand, comme nous tous d'ailleurs, quand nous avons entendu que Netanyahou était invité à cette commémoration, et que ça paraissait comme ça, leur représentant des juifs victimes, bon alors bon, bref. Et c'est surtout à cette occasion, au moment du discours d'Emmanuel Macron, que pour la première fois, Emmanuel Macron avait assimilé l'antisionisme et l'antisémitisme. Non seulement il les a assimilés, mais il avait dit, ce qu'il a redit là, il n'y a pas longtemps, que l'antisionisme était le nouveau visage de l'antisémitisme, que je considère comme étant à la fois calomnieux, mais surtout, non seulement inexact, mais une véritable escroquerie intellectuelle quand on veut bien s'intéresser. Cette assimilation entre une opinion politique, je suis antisioniste parce que je pense qu'il faut être antisioniste aujourd'hui, compte tenu de la politique de l'État israélien. C'est encore mon droit de citoyen que d'affirmer des opinions. L'antisionisme est une opinion politique. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut s'empouiller, on peut débattre, on peut discuter, on peut diverger, mais on va discuter d'une opinion politique. L'antisémitisme, vous savez aussi bien que moi, c'est un délit. Bien, voilà, point. Et c'est un délit, malheureusement, qui nécessite d'être de nouveau combattu aujourd'hui. Et il est insupportable pour les militants de la solidarité avec le peuple palestinien que nous sommes, d'être assimilés avec les crapules antisémites. C'est insupportable. C'est juste insupportable. Je suis fier d'être antisioniste, je l'assume, et je continuerai de l'assumer, quoi qu'il puisse en coûter. Pour l'instant, vous le savez, vous avez compris, j'imagine que cette question-là a été... Macron l'a réaffirmé il y a peu de temps, mais en même temps, même si c'est empreint d'un certain nombre de dangers quant à la criminalisation du mouvement de solidarité en France, pour l'instant, il n'est pas question de pénaliser quoi que ce soit. Voilà. Ça, faut le dire. Bon. C'était dans le projet, ça c'est dans le projet du CRIF. Bon. Mais il faut dire que la limite que Macron n'a pas passée, c'est celle-là. Au dîner du CRIF, le CRIF s'attendait à ce qu'il aille jusque-là. Bien. Pour l'instant, il ne le fait pas.
Ça, faut juste... c'est la vérité. Mais il n'en demeure pas moins que la posture, l'écho, l'audience, quand un président de la République française se permet de dire ce genre de choses, c'est pas tout à fait anodin. C'est juste pas anodin. Bon. Et donc à partir de là, nous, militants et militantes de la solidarité, bien sûr que nous sommes confrontés, nous allons être confrontés à des tentatives de restriction, on va dire, de notre espace d'expression, je vais dire comme ça. En tout cas, dans un premier temps, j'ose espérer que ça ne va pas aller au-delà. Je n'en suis pas certain. Voilà, je n'en suis pas certain. Parce que bien évidemment, derrière ça, il y a le seul moyen à notre disposition pour exprimer concrètement notre solidarité avec le peuple palestinien aujourd'hui, c'est d'organiser pour nous le mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions à l'égard de l'État israélien. Le boycott pour les citoyens, le désinvestissement pour les entreprises françaises qui collaborent à des projets directement en lien avec le colonialisme. Par exemple, le tramway de Jérusalem, qui là aussi, l'extension de la ligne de tramway vise à relier les colonies d'un bout à l'autre de la ville, et donc à couper encore un peu plus le territoire palestinien, enfin ce qu'il en reste. Et là-dedans, il y a des entreprises françaises. Donc, nous, on dit, ces entreprises, il y a une campagne de cartes, là, tout ça, vous avez tout ça là-bas. C'est le D de désinvestissement. Et la sanction, c'est au niveau international, au niveau des instances internationales, où nous considérons, par exemple, là, vous allez être en campagne électorale pour les prochaines élections européennes. Vous pouvez être certains et certaines, mes chers amis et camarades, que vous allez recevoir au même titre que l'ensemble des candidats, un courrier de l'association France-Palestine Solidarité, qui va vous demander votre avis sur comment on appelle ça? J'ai un trou. L'engagement? Non, oui, enfin sur l'engagement, c'est plus qu'un engagement, c'est pas un traité. Si, bon, sur le traité de coopération, voilà, j'ai retrouvé. Sur le traité de coopération entre l'Union européenne et l'État israélien, parce que nous demandons, nous, en France, mais aussi dans l'ensemble de l'Europe, hein, on n'est pas les seuls, à ce que ce traité soit rompu tant que l'État israélien ne se mettra pas en conformité avec le droit international. Bon, voilà, il y a des traités, il y a des lois internationales, il y a un droit international, il y a un certain nombre de choses que à peu près les États, vaille que vaille, respectent. L'État d'Israël non seulement ne le respecte pas, mais peut-être contrairement à d'autres, dit en plus, nous ne le respecterons jamais parce que ça va à l'encontre de notre propre histoire et de notre propre avenir. Et là, ça renvoie évidemment à ce que peuvent raconter des gens comme nos amis israéliens qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et je ne parle même pas des juifs du monde entier, hein, parce que là aussi, nous savons très bien que, quoi qu'en pensent les responsables israéliens aujourd'hui, il ne suffit pas de s'adresser à l'ensemble des juifs du monde entier pour leur dire « revenez donc à la maison, vous êtes chez nous, chez vous », pour que les gens soient comme ça d'accord et acceptent tout et n'importe quoi fait en leur nom.